Vous êtes bien sur France 24, bienvenue au Journal de l'Afrique, voici les titres. À voter, le Rwanda s'est rendu aux urnes pour les législatives et la présidentielle, avec un 4e mandat à la clé pour le président Paul Kagame qui devrait remporter le scrutin haut la main. Un serial killer au Kenya, un tueur en série, avoue le meurtre de 42 femmes. Il dit avoir disposé des corps dans une décharge non loin d'un poste de police. Les détails dans ce journal. Et puis les sportifs arrivent peu à peu en France pour participer aux Jeux Olympiques. Une ville du Sud s'est mise aux couleurs du Kenya pour accueillir ses athlètes. Même les enfants sont mis à contribution. Un 4e mandat pour le président Paul Kagame. C'est le résultat attendu des élections de ce lundi au Rwanda. 9 millions d'électeurs attendus. Le président affrontait seulement 2 candidats. Il devrait remporter le scrutin avec près de 99% des voix. Des élections présidentielles et législatives qu'a observé notre correspondant à Kigali, Clément Diroma. Pour les Rwandais avec qui j'ai discuté dans les bureaux de vote toute la journée, ils étaient très nombreux à me dire que pour eux ce n'était pas vraiment un jour de vote mais plutôt un jour de fête nationale. On l'a vu, les bureaux étaient décorés avec des objets traditionnels, les couleurs du pays. Voilà, certaines personnes étaient venues en famille avec leurs amis et les 2 prochains jours sont fériés. Donc voilà, pour les Rwandais, c'est plutôt une sorte de jour de mariage, un jour de grande fête nationale plutôt qu'un jour de vote. Surtout qu'on le sait, eh bien, le suspense n'est pas particulièrement haut pour cette élection. Paul Kagame devrait repartir sur un nouveau mandat de 5 ans après son dernier mandat de 7 ans et puis surtout après 24 ans au pouvoir. Il avait modifié la Constitution en 2015, il peut donc se présenter de nouveau cette année et il peut repartir s'il le souhaite jusqu'en 2034 pour gouverner le pays. Alors Clément, on peut le dire, les voix critiques se font plutôt rares au Rwanda. Quelle place avait réellement l'opposition pendant ces élections ? Alors oui, il y a eu beaucoup de communiqués de réaction des ONG occidentales pour souligner bien la répression de l'opposition avant ces élections, souligner le fait qu'il y a toujours des opposants qui sont aujourd'hui en prison, qui ont été jugés, ou bien qui sont en attente de jugement aujourd'hui. On retrouve aussi des journalistes, où il y a des youtubeurs d'opinion qui sont en prison actuellement. Et bien le président Paul Kagame, grand favori, donc ne faisait face qu'à 2 candidats en indépendant et Franck Habineza du Parti Vert, en parti écologiste démocratique. Il est vu comme le seul opposant dans le pays et il a pu faire campagne pendant 3 semaines, il le reconnaît. Il avait aussi fait campagne en 2017, mais pour lui c'était bien plus compliqué, il n'y avait pas grand monde à ses meetings et cette fois-ci il y a eu bien un peu plus de monde. Il a pu profiter de cette liberté d'expression bien meilleure, dit-il, qu'en 2017 et il a abordé des sujets comme par exemple le manque de liberté d'expression entre autres, mais aussi le manque d'infrastructures, d'industrie dans certaines provinces et puis aussi un sujet qui touche directement les jeunes Rwandais, le chômage chez les plus jeunes, le manque de moyens chez les plus jeunes. D'ailleurs, on a pu s'entretenir avec les jeunes Rwandais. Certains votaient d'ailleurs pour la première fois dans les différents bureaux de vote et ils nous ont fait part de leurs priorités pour les 5 prochaines années. Je vous propose de les écouter. Ce vote est une opportunité pour nous les jeunes de montrer qui va nous diriger pour les 5 prochaines années afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Nous avons beaucoup d'objectifs. Nous avons besoin d'emploi, de plus d'éducation, de plus de services, notamment les services de santé. Nous avons parcouru un long chemin et nous sommes sur la bonne voie en ce moment. J'espère honnêtement que de meilleures choses vont se produire. Et je pense que voter, c'est pour sécuriser l'avenir que nous avons construit dans le passé depuis les 30 dernières années. Voilà, vous l'avez entendu, les priorités des jeunes Rwandais donc pour les 5 années à venir, puisque ils le reconnaissent, le président Paul Kagame a contribué à la renaissance du pays depuis le génocide contre les Tutsis en 1994. Il a redressé le pays. Aujourd'hui, le Rwanda est l'une des économies les plus dynamiques en Afrique, mais ils attendent bien plus. La majorité des Rwandais que nous avons rencontrés aujourd'hui nous ont confié vouloir réélire Paul Kagame à la tête de l'État pour qu'il continue ce travail aujourd'hui qu'il a entamé depuis 24 ans maintenant. La réunion sur le Soudan s'est terminée après 5 jours de discussion au siège de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne. Alors un plan a été proposé qui devrait permettre une transition démocratique vers la paix. Mais les divisions demeurent et bien sûr des participants importants manquaient à l'appel pour que le dialogue soit vraiment inclusif. Les détails, Clotilde Lazare.
Les participants ont affirmé leur volonté de réformer les institutions pour un État basé sur la démocratie et le respect des droits de l'homme et ont condamné la voie militaire. Seulement le front civil le plus important, nommé Taqadoumy, ne s'est pas présenté et n'a donc pas signé cette déclaration. Le diplomate Sati Noureldine fait partie de Taqadoumy. Il était là, mais il ne représentait pas le mouvement. Il a joué le rôle d'intermédiaire et de facilitateur et il déplore ces divisions. La vision que nous avons adoptée contient maintenant une ouverture vers les autres. Et ça n'a pas été facile. Ce groupe ne voulait pas parler avec Taqadoumy. Mais là, ils ont émis la volonté vraiment de parler à Taqadoumy maintenant. Ce ne sera pas facile. Mais nous allons continuer nos efforts avec l'Union africaine, avec les GAD, avec les partenaires régionaux et internationaux pour essayer que tout le monde, que ce dialogue soit lancé réellement. Les participants ont aussi fait une déclaration annexe au communiqué officiel. Ils ont condamné les actions des forces de soutien rapide et qui combattent les forces armées soudanaises dans cette guerre. Ils ont dénoncé les crimes de guerre perpétrés par leurs soldats et ils ont demandé à ce que cesse l'ingérence étrangère en soutien au RSF. Une prise de position plus politique qui ne fait donc pas partie du document officiel clôturant cette réunion de 5 jours. L'Union africaine a en effet estimé que ce n'était pas son rôle de prendre parti ici. Et puis à présent, ce fait divers qui aura fasciné le Kenya et bien au-delà. Près d'une dizaine de corps démembrés avaient été découverts la semaine dernière dans une décharge à Nairobi. La police a fini par arrêter un coupable ce lundi. Il s'agit d'un tueur en série présumé. L'homme de 33 ans aurait avoué avoir tué 42 personnes, dont sa femme, sur une période de 2 ans. Clémence Valère nous raconte cette folle histoire. Après la découverte macabre de 9 corps qui a laissé le Kenya sous le choc ce week-end, les réponses commencent à arriver. Lundi, la police kenyane a annoncé avoir appréhendé un suspect dans un bar à Soweto au petit matin, lors d'une opération menée par les services de l'ordre. L'homme a avoué avoir assassiné au moins 42 femmes, dont son épouse, depuis 2022. Nous avons arrêté ce matin le principal suspect, connu sous le nom de Collins Jumaisa Alusha, 33 ans. D'après les premiers éléments, il est clair que nous avons affaire à un tueur en série. Les corps mutilés et démembrés ont été découverts vendredi dans des sacs en plastique abandonnés dans une décharge, située au sud de Nairobi, non loin d'un poste de police. Les proches de l'une des femmes disparues ont mené les recherches dans la décharge. La police a déclaré que plusieurs smartphones, cartes d'identité et une machette avaient été retrouvés au domicile du suspect, non loin de là. La plupart d'entre eux ont des marques et des coupures très graves. Nous insistons pour que la police vienne passer cet endroit au peigne fin et procède à des recherches approfondies. En moins de 2 heures, nous avons retrouvé 2 autres corps provenant de cette fosse. Certains avaient initialement soupçonné que les corps étaient liés aux enlèvements et aux arrestations de jeunes gens lors des récentes manifestations antigouvernementales. Alors que ces enquêtes continuent, le suspect, quant à lui, devrait être présenté devant la justice mardi. La Gambie a décidé de maintenir l'interdiction des mutilations génitales féminines. Le Parlement a voté contre un projet de loi qui visait à faire marche arrière en abrogeant cette loi de 2015 sur l'excision. Le débat faisait rage depuis des mois dans le pays, inquiétant la société civile. À Dakar, la correspondance régionale de Sarah Sako. C'est la fin de plusieurs mois de controverses en Gambie. Rappelons que c'est en mars que des députés avaient introduit la demande de révision de la loi pénalisant l'excision au motif qu'il s'agissait d'une pratique culturelle et religieuse dans leur pays. C'est en tout cas un ouf de soulagement du côté des organisations de la société civile. Amnesty International salue la décision du Parlement et saisit l'occasion pour rappeler aux autorités gambiennes qu'il faut mieux appliquer cette loi puisque depuis 2015, seule une condamnation a eu lieu. Ouf de soulagement aussi du côté de la Gambie où la mobilisation avait été forte ces dernières semaines autour de cette question. C'est tout ce que je voulais pour notre pays et je suis si heureuse. Je suis ravie. Merci à la Gambie, merci aux membres de l'Assemblée nationale. Nous allons former les magistrats pour qu'ils sachent comment prononcer les peines lorsque des cas se produisent. Nous apprendrons à la police comment gérer ces affaires et nous formerons aussi les communautés pour qu'elles puissent signaler ces cas lorsqu'ils se produisent.
La Gambie connaît l'un des taux d'excision les plus élevés au monde. Selon un chiffre de 2024 de l'UNICEF, 3 femmes sur 4 en Gambie âgées de 15 à 49 ans ont subi cette pratique. Nous sommes à une semaine de l'inauguration des Jeux Olympiques de Paris. D'autres villes françaises ont déjà commencé à accueillir les athlètes. La commune de Miramas, non loin de Marseille, a reçu la délégation kenyane et Ferdinand Omanyala, spécialiste du 100 mètres, s'est prêté au jeu d'une session de sport avec les habitants. Reportage de nos confrères de France 2. Ferdinand Omanyala est un athlète kényan, spécialiste du 100 mètres. Le temps d'une matinée, il s'entraîne avec les habitants de Miramas. Et c'est un plaisir de partager ça avec un athlète de haut niveau qui est potentiellement médaillable en plus au JO. Donc sur Miramas, une séance comme ça, c'est super, quoi. La technique est good. La technique est super bien. Quelques compliments distillés et la récompense, un sprint à la saveur olympique. Alors, qu'est-ce que ça fait de courir avec un champion? Je suis fière. Une première pour le sportif qui vient s'entraîner régulièrement dans la ville depuis quelques années. Miramas est ma maison. Et à chaque fois qu'on me demande de faire quelque chose pour la ville, je suis vraiment heureux et fier. Je me sens bien ici. Toute la ville s'est mise aux couleurs du Kenya. Miramas est le camp d'entraînement de la délégation avant les Jeux Olympiques. Plus de 80 athlètes. Un coup de projecteur qui ravit les habitants. On est content de les accueillir et qu'ils trouvent de bonnes conditions certainement pour s'entraîner. Et ça décentralise un petit peu. Tout se passe pas sur Paris. Tant mieux. Les rugbymen ont été les premiers à poser leurs valises pour s'acclimater au plus vite et dans les meilleures conditions. Les équipements sont de classe internationale. Nous sommes heureux d'être là et je pense que ça va nous permettre d'avoir de bons résultats pendant les Jeux Olympiques. Et pour les encourager, ils pourront compter sur un fan club de choix. Ces enfants chantent l'hymne créé spécialement pour soutenir les joueurs kényans pendant les Jeux. Un morceau qui résonnera jusqu'à Paris. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette édition du Journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. France 24, l'art sous toutes ses formes. Liberté, égalité, actualité.